à trouver des solutions sur la base de ce qui nous a si bien servi dans les années, évidemment, qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, et cela a été fait. Mais évidemment, à l'époque où M. Malpass était secrétaire d'État au Trésor, il l'avait déjà dit, et évidemment, nous le voyons surtout dans le cadre des actions qu'il faudra mener pour renforcer la prospérité et évidemment de façon équitable. Merci. Merci, Cristalline. Merci de terminer sur cet esprit de Bretton Woods que on a redécouvert. David, je vais vous donner la parole tout en vous remerciant du discours que vous avez prononcé à Varsovie. Ce conflit détruit l'Ukraine et a touché maintenant bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Merci, merci Liam de présider cette réunion du réseau de parlementaires de propos liminaires et un merci très chaleureux à Cristalline de ses propos perspicaces, profonds, mais je la remercie aussi d'abord avant tout de son travail, de son partenariat. Comme elle l'a dit, notre travail, l'ensemble de notre travail représente davantage que la somme de nos travaux individuels. Et je tiens à dire aux honorables membres du Parlement, mesdames, messieurs, je vous remercie de nous rejoindre. C'est un plaisir que de vous retrouver une fois de plus. Ces réunions de printemps nous trouvent alors que nous sommes face à des crises, la COVID, l'inflation et l'invasion par la Russie de l'Ukraine. La COVID-19 continue de mettre fin à des vies et à des subsistances, mais nous ne pouvons pas ignorer les événements violents, lamentables qui ont lieu en Europe de l'Est. Nos mots ne suffisent pas pour exprimer l'horreur que nous ressentons, le choc lorsque nous voyons le peuple ukrainien. Le monde est témoin de ces images de la guerre au quotidien et le groupe de la Banque mondiale s'est vu rappeler son devoir d'agir. Je viens de faire un voyage en Pologne et en Roumanie la semaine dernière. J'ai parlé avec certains des réfugiés et nous avons également annoncé l'élargissement de notre programme d'aide à l'Ukraine. Et je suis convaincu d'ailleurs que nous ferons davantage encore alors que les réunions de printemps se déroulent. Mais profondément préoccupé par les pays en développement. Et je vais en parler pour une minute. La Banque mondiale, comme vous savez, a une responsabilité de travailler avec tous les pays en développement au moment où ils sont face à une montée brutale des prix, énergie, alimentation, taux d'intérêt, etc. J'étais au Maroc, au Sénégal, au mois de mars, et j'ai vu de près l'impact de cette crise, de cette augmentation des prix. Ces pénuries, cette augmentation des prix, la guerre en Ukraine et maintenant la fermeture en Chine en raison de la COVID-19, c'est tout cela a poussé vers le bas le taux de croissance et vers le haut les prix. Les prévisions de croissance sont révisées à la baisse et l'année va être divisée par les pays en développement. Nous sommes face à un retour en arrière en matière de développement. C'est incroyable. On va vers l'arrière pour ce qui est de l'éducation, les taux d'alphabétisation, les services de soins, la santé, l'égalité femmes-hommes. Tout cela recule. Et c'est véritablement déchirant que de voir ce panorama. Les activités commerciales, les échanges commerciaux qui s'étaient pratiquement arrêtés et la Banque mondiale, y compris la SFI, essaient de travailler ensemble pour qu'il y ait un capital disponible à la portée des entreprises, que les voies du commerce des échanges commerciaux restent ouvertes.
le gros de fardeau de ces crises retombe sur les plus pauvres et donc c'est un défi extraordinaire, aggravé encore par le défi climat. Et ce que nous voyons, c'est une allocation de capitaux qui continue de se diriger vers les économies les plus avancées, ce qui prive les pays en développement de ces financements, et plus particulièrement les plus pauvres dans ces pays. C'est là le défi qui mène tout droit à la fragilité. Nous en avons déjà parlé en détail lors de la conférence sur la sécurité de Munich. J'étais également à Bruxelles lors du sommet Union européenne, OTAN, G7, lorsque nous avons parlé des défis et de la fragilité. Pour ce qui est de l'Ukraine, sujet vital pour l'orientation du monde, nous avons mobilisé 1 milliard de dollars en financement d'urgence. En Pologne, la semaine dernière, j'ai annoncé 1,5 milliard de dollars de plus à l'appui des services de gouvernement. Nous mobilisons un financement, un fonds fiduciaire, des garanties de plusieurs pays du monde ont été offertes, ce qui est encourageant. Et cela permettra de décaisser, d'offrir au gouvernement de l'Ukraine des financements pour maintenir les services de base, hôpitaux, etc. Et j'aimerais revenir sur l'insécurité alimentaire, Kristalina. Ngozi, la semaine dernière, à l'OMC, a lancé un appel au gouvernement pour qu'ils en fassent davantage. Et très probablement, la crise va durer pendant des mois. Jusqu'à l'an prochain, sans aucun doute, car les prix de l'énergie entraînent un renchérissement des prix des engrais, ce qui entraîne une aggravation de la crise agricole. On ne peut plus planter dans certaines parties du monde. Et il appartient donc au gouvernement d'améliorer leur appui et aux agriculteurs afin qu'ils puissent planter, cultiver. Et il nous faudra également résoudre dans l'immédiat cette crise de l'alimentation. Il faut réduire les barrières douanières et il appartient aux pays développés à réduire ces barrières afin qu'il y ait une allocation plus efficace des financements disponibles. J'encourage tous à reconnaître, à prendre conscience de ces crises, de la gravité, de la montée de l'inflation, des prix des aliments, des produits énergétiques et qui vont se prolonger dans l'avenir. Il appartient donc aux pays d'améliorer leurs politiques économiques, commerciales, surtout afin qu'il y ait davantage d'échanges commerciaux au-delà des frontières. Je crois que ce doit être une des toutes premières priorités et ce sera d'ailleurs un des sujets, c'était un des sujets de l'annonce commune de la semaine dernière. Le programme de la Banque mondiale, comme vous le savez, nos programmes se sont agrandis, élargis en raison de la COVID. En juin 2021 en particulier, nous avons pu souscrire des engagements à hauteur de 157 milliards de dollars de financement, une augmentation de 60% comparée au mois précédent, donc une montée, non pas la Banque mondiale, et un record d'ailleurs d'engagement à l'échelle du monde entier. Au cours des prochaines semaines, je vais m'entretenir avec notre conseil d'administration pour répondre à la crise actuelle. La COVID a été une crise majeure, certes, mais nous avons maintenant des crises qui se chevauchent, qui s'accumulent, et bien plus grave encore que la COVID, probablement. 170 milliards de dollars pour la période de 15 mois qui commence maintenant, en avril 2022. Et nous espérons que ce montage permettra de consacrer 50 milliards de dollars au cours du
premier trimestre de notre exercice budgétaire. Alors que nous mettons les choses à niveau, nous augmentons, nous avons également augmenté le financement climat à hauteur de 26 milliards de dollars en 2021. C'est le niveau le plus élevé jamais atteint. Les défis, nous le savons, sont énormes. Il nous faut construire un réseau électrique sur la base de renouvelables. J'étais heureux de voir que l'Ukraine a synchronisé son réseau électrique avec celui de l'Europe occidentale au cours des dernières semaines. C'est une connexion forte qui permet l'exportation d'électricité et qui permet d'envisager la reconstruction que nous envisageons pour cette région. Tout cela est important. Je ne vais pas répéter ce que Kristalina nous a dit. Nous travaillons sur les mêmes sujets. Nous avons présenté des suggestions concrètes pour améliorer le cadre commun du G21, essentiel d'ailleurs. Tenons compte de l'approfondissement de la crise de la dette que confronte le monde en développement, du Sri Lanka au Suriname en passant par le Tchad et la Zambie. Ces pays sont aux prises avec de graves crises qui pourraient les mener à un surendettement. 60% des pays à faible revenu sont soit en situation de surendettement ou courent le risque immédiat de connaître cette situation. Il nous appartient donc de le prendre en compte et d'améliorer les instruments et le cadre commun. Sur ce, je terminerai en parlant de la crise sécuritaire. À Bruxelles, à Munich, lors des conférences, les dirigeants du monde se sont manifestés en faveur d'une création d'un environnement plus sécurisé dans les pays, fondé sur des efforts en vue d'approfondir le développement. Il faut donc qu'il y ait un véritable engagement vis-à-vis de la sécurité et de la paix et renforcer les institutions. Voilà. L'AM Kristalina. Je m'arrêterai là et je me félicite par des discussions d'aujourd'hui. Je vous remercie d'analyse extrêmement riche et propositions qui le sont tout autant et je vous en remercie. Je suis d'accord lorsque vous rappelez que les pays les moins développés du monde sont face à cette crise, face à une crise de la chaîne d'approvisionnement. Il faut absolument que nous nous y attaquions. Si vous souhaitez poser une question, faire un commentaire, utilisez la fonction Q&A, questions et réponses. Il nous reste une petite demi-heure pour voir vos questions. Et je vais revenir sur les 5 premières questions que nous envoient les parlementaires qui nous regardent dans le monde entier. Une réflexion sur les retombées que peut avoir la crise ukrainienne. Pourriez-vous nous en parler davantage? Les prix, l'augmentation très marquée du prix du gaz, du pétrole. Que peut-on faire? Que prévoyez-vous? Comment va évoluer la situation? Deuxième question, tenant compte du montage, ceci du Sénégal, tenant compte du montage que vous avez mis en place très rapidement pour l'Ukraine, pourriez-vous nous donner davantage de détails quant à la façon dont, à votre avis, la banque et le fonds pourront ou ont l'intention d'aider les pays qui sont en situation de surendettement? Membre en Espagne également nous pose une question à propos de la santé et de l'appui offert à la santé. Tous les deux, d'ailleurs, vous avez créé très rapidement une plateforme permettant d'améliorer la situation sanitaire. Comment pouvons-nous tirer les enseignements des erreurs qui ont été commises pendant la crise sanitaire? Quels sont les risques? Kristalina, vous en avez parlé.
Nous commençons de voir des problèmes avec les crypto-devises dans les pays. Qu'en est-il, Kristalina? Et dernière question. Pourriez-vous nous parler du rôle que devraient jouer les parlementaires dans leur pays, mais aussi au niveau des discussions multilatérales? Par exemple, les partenaires, les parlementaires des pays membres du G20, que pourraient-ils faire? Quelles sont les idées que nous pourrions proposer à nos gouvernements respectifs? David, je commence par vous. Merci beaucoup, Liam. Voilà vraiment toute une panoplie de questions. Alors, le printemps arabe a été un moment terrible à cause de l'insécurité alimentaire qui prévalait à l'époque, qui a évidemment déclenché des changements politiques, dans un certain cas positivement, mais négativement dans d'autres cas. Alors, pour ce qui est de la hausse des prix des produits de base, si on revoit les années 70, qui avaient été caractérisées par la dévaluation par rapport à l'étalon d'or, eh bien, cela était dans le sillage d'une ère qui avait déjà subsisté pendant des centaines d'années. Et ça avait mené à une hausse des prix caractérisant une hyperinflation. Mais je ne vois pas que cela soit le cas aujourd'hui. Comme j'en ai déjà parlé, l'importance aussi d'ajouter un programme robuste par rapport à des politiques budgétaires, eh bien, il faut en faire davantage, surtout lorsque l'on fait cela du côté de l'offre et non pas seulement du côté de la demande uniquement. Cela a été ce qui a circonstancié la riposte à la Covid jusqu'ici. Ce qui, évidemment, est différent maintenant en 2008, évidemment, l'effondrement catastrophique du système financier mondial. Nous n'avons pas ces ingrédients aujourd'hui. Mais le problème d'aujourd'hui, c'est que maintenant, le monde entier est devenu tout à fait dépendant, et l'est déjà depuis quelque temps, dépend de l'énergie de la Russie. Et on voit bien qu'aujourd'hui, cela ne fonctionne pas et qu'il y a évidemment à envisager des approvisionnements autres. Et évidemment, les gouvernements, les autorités publiques, les parlementaires doivent réfléchir à cela, d'où faire provenir leur énergie et l'énergie en général, plutôt que de ne se tourner que vers la Russie. Mais évidemment, cela a trait également à l'ampleur de la participation de la Russie dans les marchés énergétiques et du temps qu'il faut également pour se constituer des sources d'énergie différentes, surtout le gaz, entre autres. Donc, les marchés, évidemment, font preuve d'esprit prospectif et évidemment font toile de fond de prix énergétiques. Et là où ils sont aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même de l'espoir par rapport à l'orientation du monde. Évidemment, cela doit également être du ressort des dirigeants mondiaux par rapport à l'offre, mais à partir d'un certain moment, eh bien, les prix devraient revenir en baisse, ce qui pourrait alléger dans une certaine mesure les fardeaux. Et donc, la sécurité alimentaire, évidemment, tout cela autour de deux manifestations cette année. Jeudi, concernant l'Ukraine, il y a un événement très important, une manifestation qui est prévue pour les pays qui sont évidemment particulièrement engagés par rapport à l'effort ukrainien. Et donc, le Premier ministre devrait être présent, si mes souvenirs sont bons, ainsi que d'autres, donc de la délégation ukrainienne, évidemment, de hauts responsables qui seront ici pour une discussion très importante sur aussi l'insécurité alimentaire, et Kristalina en a parlé. Nous avons des discussions mardi et jeudi, des discussions, des forums ouverts où il y aura une bonne participation, je crois, des uns et des autres cette semaine-ci, la semaine la plus importante. Et évidemment, je m'entretiendrai avec Nadia Cavino un peu plus tard aujourd'hui concernant l'effort coordonné nécessaire qu'il faut déployer afin de rassembler tous ces ingrédients pendant ces réunions, ces assemblées de printemps, par rapport à l'ampleur du financement, les montants et le rôle des députés, les rôles des parlementaires dans le dialogue mondial.
Alors, mes observations, j'étais en Pologne et en Roumanie aussi, très récemment, qui ont des situations politiques très différentes par rapport à leur propre Parlement, mais il est très intéressant de voir le rôle joué par les cabinets, les premiers ministres et aussi les assemblées nationales et la manière dont les politiques sont formulées, disons, et forgées. Eh bien, c'est très intéressant de le voir. Alors, je voudrais également vous demander, dans le cadre de cet appel, d'être tolérant de différents points de vue qui divergent peut-être avec les vôtres, parce qu'il y a différents éléments de réponse possibles par rapport à toutes ces problématiques dans de nombreux secteurs, dans de nombreux domaines, et il faut s'attendre au fait qu'il y aura différents points de vue, différentes opinions. Et c'est aux dirigeants mondiaux d'essayer de tout fédérer, et ce, en tenant compte des différents points de vue ici et là. Alors, Kristalina, je vous donne la parole. Eh bien, je vais abonder d'abord dans le sens de David, en commençant par évoquer ce qui est devant nous, ce à quoi nous devons nous attendre. La stagflation et les évolutions dans ce sens cette année-ci, la stagflation à laquelle nous assistons au jour d'aujourd'hui, et nous allons aussi cette semaine annoncer nos prévisions pour l'économie et la croissance, mais nous allons déclasser quelques 106 pays par rapport à leur propre perspective de croissance en 2022, c'est-à-dire quelques 26% du PIB de la planète qui est affecté. Mais en dépit de cela, dans la majorité des cas, donc pour la majorité des pays, la croissance va quand même demeurer haussière, donc dans un contexte positif. Et nous sommes évidemment dans ce contexte préoccupé de retour de manivelle, de recul par rapport à la reprise et au rétablissement. Mais nous voyons quand même qu'à l'échelon mondial, une tendance positive dans une certaine mesure. Mais l'inflation aujourd'hui pose le plus grand danger. Les banques centrales disposent des outils idoines pour solutionner ou au moins traiter de ces problématiques. Et évidemment, il faut avoir une action ou des actions décisives qui doivent être prises et de façon très décisive. Et donc, les plus gros risques à surveiller de très près, c'est ce resserrement des conditions financières et l'impact de ce resserrement sur les pays qui doivent encore se rétablir dans le sillage de la Covid ou pendant la Covid et qui se voient encore doublement frappés par l'ajout d'une crise supplémentaire. Donc, cela devrait encore s'exacerber et approfondir les inégalités. Donc, ce sont de très mauvaises nouvelles parce qu'en sortant de la pandémie, on voit qu'il y a par-dessus tout l'impact de la guerre, impact qui se fait vraiment ressentir aujourd'hui dans le monde et dans beaucoup de pays. Et donc, pour les économies émergentes qui vont revenir à leur niveau pré-pandémie, qui vont évidemment glisser en arrière davantage par rapport à ce progrès qu'ils auraient dû enregistrer, eh bien, cela veut dire un débordement et donc cela veut dire un impact de 6% en deçà de la trajectoire que nous avions prévue. Donc, que pouvons-nous faire pour aider non seulement l'Ukraine, mais aussi pour porter assistance aux pays émergents affectés par ces deux crises, ces doubles crises qui subsistent en même temps? Et il nous faut absolument reconnaître qu'il y aura un groupe de pays qui auront besoin de bien davantage d'appui de la communauté internationale et d'un accompagnement plus important, plus robuste. Donc, les 170 milliards de dollars d'appui à nos pays membres, c'est-à-dire des 1 milliard de dollars disponibles pour le financement de l'endettement, au total 3 milliards de dollars doivent être octroyés et mis à disposition de ces pays, ce groupe de pays. Nous avons les ressources pour le faire. Nous avons la puissance de tir et la capacité tout à fait importante pour aider des pays tels que le Sri Lanka et d'autres avec des programmes que nous avons déjà commencé à élaborer aujourd'hui, et aussi en félicitant les pays qui ont évidemment pris des mesures prudentes pour avancer, qui peuvent prendre justement ces mesures à bras le corps pour solutionner les problèmes chez eux, mais nous voyons quand même
il y aura d'autres pays qui requerront des programmes et des enveloppes de financement plus importantes pour ceux qui font face aussi à une crise alimentaire sans précédent. Donc, pour l'appui à la santé publique, question éminemment importante. Évidemment, nous devons traiter du problème de la pandémie aujourd'hui, mais reconstruire des systèmes de santé, des systèmes sanitaires bien avisés et bien étayés. Donc, de deux choses l'une, au FMI, les outils analytiques sur ce qui doit être fourni, le nécessaire, les exigences, et ce pour vraiment se constituer des sociétés saines et en bonne santé pour l'avenir, avec des dépenses pour le côté social et les filets de sécurité, et ce que peuvent faire les pays et ce que nous pouvons faire nous-mêmes pour renforcer la résilience des personnes. Et aussi le fonds fiduciaire de résilience et de viabilité constitué et mis au point par nos deux conseils pour évidemment se prémunir aux aléas et aux chocs climatiques, du changement climatique, et ce que nous pouvons faire pour continuer à accompagner les pays et renforcer leur résilience à l'aune de futures pandémies. Donc, nous ne pouvons pas appuyer trop cela et le souligner trop. Le FMI et la Banque mondiale a l'avantage de pouvoir s'entretenir avec des ministres des Finances quant aux politiques robustes à mener à bien. Donc, autre propos, ici, les nouveaux risques qui surviennent aujourd'hui. Évidemment, la pandémie a complètement boosté la technologie numérique, et évidemment, nous voyons là la hausse des devises crypto, des monnaies crypto qui sont adoptées, et un intérêt énorme qui a été suscité au niveau des banques centrales par rapport à ces devises, crypto-devises. Donc, une évolution intéressante parce que ces devises permettent quand même des transactions à plus faible coût sur les marchés, et cela peut également inclure davantage d'entités, de personnes dans un monde où 7 milliards de personnes n'ont pas de compte en banque, tout simplement. Mais cela, évidemment, s'accompagne de risques significatifs. Non seulement l'accroissement massif d'avoirs crypto, de cryptoactifs, et qui sont tout à fait différents par rapport aux devises traditionnelles en matière de leur fiabilité. Donc Bitcoin, pour citer Bitcoin en tant qu'exemple, beaucoup de volatilité, mais quand même un certain intérêt que d'en faire une véritable devise. Mais comment maintenir ce genre de devise qui peut fluctuer énormément en valeur? Et donc, cela est très préoccupant parce que ce ne sont pas des devises qui soient réglementées et qui soient stables, ni stabilisées pour qu'elles fassent vraiment bien partie intégrante du système financier sans créer trop de risques en même temps. Donc, avec ces avoirs qui représentent quelques 2000 milliards de dollars de risques, eh bien, cela devient vraiment urgent que nous agissions dans le bon sens. Alors, en crypto-devise, nous avons mené une enquête auprès de nos pays membres, et la plupart des pays nous ont répondu qu'ils étaient justement dans ce contexte et qu'ils planchaient sur la possibilité d'adopter de nouvelles devises, autres devises, crypto-devises, comme monnaie nationale. Et donc, cela peut provoquer pas mal de tensions, des institutions telles que la FSB qui s'engagent, et puis la Banque internationale de règlement des différents investissements, le CERDI et autres, eh bien, travaillons main dans la main pour apporter les solutions idoines, et surtout, en même temps, en profitant de la numérisation des monnaies, mais tout en évitant les risques associés. Et donc, dans le sillage de l'invasion par la Russie de l'Ukraine, eh bien, cela rend également la situation encore plus préoccupante à cause d'éventuelles cyberattentats. Donc, il nous faut, autant que faire se peut, baisser ces risques. Merci, excellent, et vraiment une réponse tout à fait dynamique, et vous avez mis le doigt sur les différentes problématiques. Donc, je vais vous demander, puisqu'il n'y a plus beaucoup de temps qui nous reste, d'être succinct dans vos questions. Alors, la Turquie pose la question sur le financement pour le changement climatique. Et étant donné le fait que notre pays soit monté au créneau dans ce sens, et
en dépit du travail extraordinaire mené par le FMI et par la Banque mondiale, quid du déplacement, du déploiement des CCDR et des outils prévus pour faire face au changement climatique pour chaque pays. Comment voyez-vous évoluer le changement climatique et que faudra-t-il faire? Cela nous serait très utile de le savoir. Une question de la part de la Tanzanie. Quid des efforts de la banque pour aider les pays, les accompagner pour mieux faire face à la hausse ou à la flambée des prix? Parce qu'en Afrique, en général, cette question aussi se pose par rapport à l'endettement et à la croissance de l'endettement. Et quid du moratoire ou de l'effacement tout simplement de l'allègement du service de la dette. Et la transparence n'existe pas encore pour le moment. Quelles sont les conclusions dans le cadre de cette conversation au niveau du Fonds et de la Banque mondiale? Et pour une communauté qui se voit sous-capitalisée, que faut-il faire? Avez-vous les outils appropriés pour faire ce travail, pour veiller à ce que les DTS soient bien canalisés, tels que de besoin, et surtout pour pouvoir tirer parti des nouvelles modalités de financement que David a évoquées? Et surtout pour évidemment profiter et tirer pleinement parti des milliers de milliards de dollars en investissement qui seront octroyés et qui seront consentis. Donc d'abord, Kristalina et ensuite David, et ensuite vos remarques de conclusion à vous deux. Je vous donne la parole. Oui, le grand succès de Glasgow a été que les pays ont pris des engagements et que la communauté financière était présente plus que jamais en disant, bon, il y a des milliers de milliards de dollars qui peuvent aider à la transition, mais le problème, c'est que ces financements ne sont toujours pas acheminés là où ils le devraient, en raison de risques perçus, parfois réels, mais souvent perçus. Les institutions, la Banque, le Fonds et d'autres ont une responsabilité énorme qui est de travailler pour réduire le risque. Ce que fait la Banque, c'est évaluer la crédibilité des financements côté politique, afin d'avoir des politiques qui donnent confiance à l'investisseur, afin qu'ils investissent dans les marchés émergents. Et tout ceci doit se faire à une échelle telle que finalement, enfin, cette idée qu'on peut utiliser des milliards pour faire bouger des milliers de milliards verrait le jour. On se focalise souvent, et on devrait le faire, sur l'adaptation. Important, en particulier en Afrique. Nous devons penser au financement destiné à l'adaptation parce que nous sommes déjà arrivés à un moment où le risque climat est présent et existe. Notre fonds fiduciaire, résilience et durabilité devrait permettre de supprimer les obstacles à l'investissement privé dans des marchés émergents et dans le domaine du climat, en collaboration avec la Banque mondiale et avec d'autres institutions. Pour ce qui est de la montée des prix, que peut-on faire, nous demandez-vous? David a dit une chose très importante, le monde doit se concentrer sur l'alimentation, l'énergie et supprimer les goulets d'étranglement. C'est difficile à faire, mais pas impossible. En matière d'aliments, ne pas permettre que des barrières se posent aux échanges commerciaux et affectent d'abord avant tous les pays les plus pauvres, ce qui mènerait à des pénuries d'aliments, une montée vertigineuse des prix et peut-être des remous sociaux. Il faut avoir des discussions de toute urgence sur la sécurité alimentaire. Le problème, c'est maintenant et non pas peut-être à l'avenir.
dans les économies avancées, relever la production d'aliments là où c'est possible, améliorer la productivité dans les pays en développement et faire bouger l'approvisionnement en aliments de façon telle que les pays émergents puissent protéger leur population. La dette, c'est devenu un problème pressant. David et moi-même avons travaillé sur la transparence en matière de dette pour des raisons évidentes. Comment restructurer de façon efficace, comment rassembler tous autour de la table. Mais il faut reconnaître également que pour un pays à faible revenu, la restructuration de la dette veut dire de réduire la dette à une taille que le pays puisse résister et dont il puisse payer le service. Il faut le faire, mais au cas par cas, pays par pays. Si nous n'agissons pas au cours des prochains mois, il se peut qu'il y ait un risque de défauts multiples. On l'a vu avec le Sri Lanka. C'est une vague qui démarre et qu'il est difficile d'arrêter, donc on ne peut pas permettre qu'elle démarre. Là où vous pouvez aider, eh bien, plaider auprès des pays qui jouent un rôle important, qui sont les créanciers. Plaider pour qu'ils prennent des mesures en matière de dette maintenant. Merci et je vous demande de nous rejoindre à 9 heures demain lorsque l'on parlera de gestion de la dette, de transparence en matière de dette. David, je me tourne vers vous. Dernière réponse. Merci, Liam. Rapidement. Cristalline a déjà dit le gros de ce que je pensais dire. Montée des prix, climat, dette. Eh bien, pour ce qui est de la dette, ce que je veux souligner, c'est que plus tôt on résoudra le problème, meilleur ce sera, car cela permettra alors au pays de retrouver la route de l'investissement et de voir enfin la lumière au bout du tunnel. Plaider en faveur de plusieurs modifications pour le cadre commun s'améliore. Pour la Zambie, l'Éthiopie notamment, où il y a des comités de créanciers, il faut réviser le paiement du service de la dette, élargir l'admissibilité et voir clairement la comparabilité de traitement. La Banque mondiale préconise une règle simple afin que la comparabilité de traitement puisse être évaluée et respectée. Ceci est important. Il faut également faire participer les créanciers commerciaux dès le début du processus, ce qui donne au cadre commun de jouer son rôle et de sortir de l'immobilisme actuel. Les taux d'intérêt vont sans doute continuer d'augmenter pendant un bon moment, donc il faut veiller au surendettement. La poussée des prix, la montée des prix, Cristalline l'a fort bien dit. Nous avons besoin davantage d'offres et d'un processus d'allocation qui évite des grosses distorsions. Un type de distorsion lorsque le pays place un